Bonjour, c'est Hector pour Café Crayon. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Être syndiqué à l'ombre de la croix potentielle, corporatisme, syndicalisme et résistance en Autriche entre 1934 et 1938. Il s'agit d'une étude réalisée par l'historien Paul Pasteur, éditée aux presses de l'Université de Rouen en 2002. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu énigmatique ? La croix potentielle est d'origine chrétienne, mais ici elle fait plus spécifiquement référence au logotype utilisé par le régime autoritaire mis en place en Autriche par le chancelier Dollfuss en 1934. Pour rappel, cette dictature éphémère fut balayée seulement 4 ans plus tard, en 1938, par l'annexion d'Adolf Hitler. C'est le fameux Anschluss qui amorce la politique pangermaniste virulente du régime nazi. Paul Pasteur nous propose donc ici d'examiner la question des luttes sociales dans une période de restriction drastique des libertés et de tensions internationales extrêmes. En effet, en février 1934, les syndicats autrichiens, pour la plupart sociodémocrates, extrêmement puissants pendant l'entre-deux-guerres, doivent entrer en clandestinité après un coup de force du Parti chrétien-social soutenu par des milices fascisantes, elles-mêmes financées par la bourgeoisie autrichienne. Le régime nouvellement mis en place souhaite s'inspirer des encycliques papales pour redéfinir les rapports au sein des entreprises entre les ouvriers et les patrons sous la forme du corporatisme. Les corporations, dans la doctrine sociale de l'Église, tendent à créer une unité organisationnelle au sein de chaque métier pour briser la logique de lutte des classes inhérente au syndicalisme. Le but est officiellement de maintenir l'ordre et la concorde dans les rapports sociaux, par une forme de compromis entre les employés et la hiérarchie, mais il s'agit aussi, évidemment, d'une stratégie du patronat pour inverser le rapport de force à l'intérieur des usines et des ateliers, et ainsi de paralyser toute velléité politique émanant des organisations ouvrières. Il faut rappeler que nous sommes dans une période de renforcement du communisme dans les États occidentaux, que Staline dirige l'Union soviétique, et que plusieurs pays, l'Italie et l'Allemagne principalement, ont mis en place des régimes fascistes pour répondre de manière radicale à cette menace. L'ouvrage de Paul Pasteur s'appuie sur des données statistiques, des archives des syndicats, des partis politiques autrichiens, mais aussi sur des témoignages fort intéressants qui permettent de bien saisir la complexité des rapports sociaux dans un pays déchiré par les dogmatismes, épuisé par une crise économique et menacé à ses frontières par des voisins ambitieux. Mais pour comprendre un peu mieux le contexte, nous devons revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 1918, en novembre, à la fin de la Première Guerre mondiale. L'armée de la monarchie austro-hongroise, comme son allié allemand, a été vaincue par les forces de l'entente. L'Autriche-Hongrie, qui est un État multinational, composé de germanophones, de Hongrois et de différents peuples slaves, s'effondre de l'intérieur. L'empereur Charles de Habsbourg abdique et des déclarations d'indépendance sont proclamées. La carte de l'Europe est totalement redessinée. Ce mouvement est soutenu par le président américain Woodrow Wilson qui défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les germanophones d'Autriche et des Sudètes croient à leur pouvoir être en position de réclamer leur rattachement à la jeune République allemande, que l'on appelle aussi République de Weimar. Ces populations ont bien sûr des motivations culturelles et linguistiques, mais aussi et surtout économiques. En effet, avec la décomposition de la monarchie austro-hongroise et l'apparition de nouvelles frontières, l'agglomération de Vienne, très industrialisée, se trouve coupée de son arrière-pays. Les usines sont à l'arrêt faute de matières premières, les produits agricoles cessent d'alimenter les magasins et les logements ne sont plus chauffés. C'est une véritable catastrophe pour les Autrichiens et leur attachement à l'Allemagne apparaît alors comme une question de survie. Bien entendu, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, les Anglais, mais surtout les Français, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, il est hors de question de permettre à l'Allemagne de perdre des territoires à l'Est pour en regagner au Sud. Il est impératif pour les opinions publiques occidentales, qui ont vécu l'horreur des tranchées pendant 4 ans, de maintenir les Allemands à genoux, quitte à nourrir de terribles rancœurs.
Ainsi, en 1919, le traité de Saint-Germain entérine la création de la République d'Autriche, un État croupion qui non seulement doit payer des réparations de guerre, mais aussi contracter d'énormes dettes auprès des marchés financiers pour subvenir aux besoins essentiels de sa population. Dans ce contexte dramatique, la vie politique en Autriche est extrêmement polarisée. Mais pour autant, cela n'exclut pas d'importantes dissensions internes au sein des différentes mouvances. L'auteur distingue en premier lieu les sociodémocrates. Ceux-ci ont un ancrage ancien et profond dans le monde ouvrier. Ils disposent de cadres solides sur le plan intellectuel et ont réussi, contrairement aux socialistes allemands, à maintenir tant bien que mal une cohésion dans le parti entre les marxistes réformistes et les communistes d'inspiration bolchevique. En 1918, le Parti social-démocrate prend les rênes de la toute jeune République autrichienne et aspire à élargir son électorat pour assurer son assise, ce qui a tendance à dérouter sa base historique. Face au mouvement ouvrier, la principale force d'opposition à l'époque est le Parti chrétien-social. Il s'agit d'une organisation composite formée par les soutiens de la monarchie déchue, par les milieux cléricaux-catholiques, ainsi que par la grande bourgeoisie industrielle. Ceux-ci sont farouchement opposés aux revendications sociales de la gauche et dès les années 1920 observent d'un œil bienveillant la montée en puissance de Benito Mussolini et de sa politique anticommuniste en Italie. Paul Pasteur distingue enfin les nationaux allemands, qui forment une mosaïque d'associations nationalistes de droite. Ces militants sont surtout issus de la classe moyenne et sont notamment très actifs dans la sphère universitaire. On verra qu'au cours de la période qui nous intéresse, cette mouvance est largement récupérée par les nazis autrichiens qui peinent dans un premier temps à trouver leur place. Ce que montre très bien l'auteur, c'est que ces trois tendances sont traversées par des courants de pensée concordants, mais sont irréconciliables sur d'autres questions. Les sociodémocrates et les nationaux allemands sont favorables à l'Anschluss avec l'Allemagne, tandis que les chrétiens sociaux sont nostalgiques de la monarchie austro-hongroise. Cependant, les nationalistes haïssent les marxistes et rejoignent les chrétiens sociaux sur la question économique et le rejet du principe démocratique. Ce qui n'empêchera pas les chrétiens sociaux de former des coalitions gouvernementales avec les sociodémocrates, car ils estiment que les nationaux allemands sont trop virulents et populistes. Les seuls sujets qui font l'unanimité sont l'antisémitisme et les ressentiments contre la France et l'Angleterre. L'historien introduit un concept qui me paraît très intéressant pour la suite. C'est celui de Lager. C'est un terme allemand qui désigne le camp au sens idéologique. Il concerne l'ensemble des hommes et des femmes qui n'adhèrent pas forcément au parti, mais qui se reconnaissent dans les idéaux que ceux-ci défendent. Cette adhésion peut alors prendre des formes hétérogènes à travers les syndicats, les associations caritatives ou même sportives et culturelles. Elle touche aussi bien la droite que la gauche et crée un maillage qui rend le contexte politique et social extrêmement complexe. Concrètement, cela voulait dire que vous pouviez très bien être membre de l'équipe de football socialiste de votre quartier, puis participer à la collecte organisée par la paroisse, avant de retourner à l'usine participer à une grève syndicale contre le patron que vous aviez salué devant l'église quelques minutes avant. Entre 1918 et 1934, cette situation inextricable, associée aux problèmes économiques et à l'instabilité gouvernementale, exacerbe les tensions. Comme en Allemagne, de nombreux vétérans de la Première Guerre mondiale sont rentrés chez eux avec leurs armes et décident de former des milices qui sécurisent les réunions publiques des partis respectifs auxquels elles appartiennent. Ces groupes armés interviennent bientôt soit pour soutenir les occupations d'usines, soit pour les déloger. En effet, les patrons d'entreprise n'hésitent pas à louer les services du Heimwehr, des cohortes d'inspiration fasciste comparables au corps franc allemand, pour mener des raids de représailles contre les socialistes. Ces derniers ne sont pas en reste, ils forment le très puissant Republikanischer Schutzbund, une armée populaire qui encadre les quartiers ouvriers et rassemble un maximum de matériel militaire dans ses locaux. Dans ce contexte extrêmement tendu, le rapport de force tourne peu à peu en faveur du parti chrétien-social, qui remporte bientôt toutes les élections, sans pour autant réussir à obtenir une majorité satisfaisante. Il faut dire que l'Autriche peine à se relever de la guerre. Comme la République de Weimar, elle est touchée de plein fouet par l'hyperinflation et le krach boursier de 1929. Les affrontements entre les Heimwehren, soutenus par le gouvernement, et le Republikanischer Schutzbund se multiplient.
Dès 1930, une série de mesures liberticides sont prises à l'encontre des organisations de gauche, mais aussi d'extrême droite, avec l'interdiction du parti nazi autrichien en raison de ses activités terroristes et de ses positions pan-germanistes. Finalement, le 12 février 1934, c'est une perquisition au siège de la milice socialiste de Linz qui provoque l'insurrection générale des militants sociaux-démocrates. Les cadres du parti, pris au dépourvu par leur propre base, se montrent incapables de coordonner la révolte. Les chrétiens sociaux, dirigés par le chancelier Engelbert Dollfuss, sautent sur l'occasion pour liquider toute la gauche en quelques jours et instaurent le Ständestaat, que Paul Pasteur traduit par « l'État autoritaire corporatiste chrétien ». L'historien prend le soin de faire un rappel assez clair et concis sur l'histoire des syndicats autrichiens. Sans trop de surprise, le syndicalisme est un monde d'hommes. L'auteur remarque que la nationalité, dans le contexte austro-hongrois, ainsi que l'appartenance de classe, l'emporte largement sur les problématiques de genre, en particulier à propos des écarts salariaux entre hommes et femmes, qui sont totalement occultés dans les revendications. En 1921, le syndicalisme au sens large concerne 60% des employés et 38% des ouvriers. Si l'on devait faire une carte du syndicalisme autrichien dans l'entre-deux-guerres, les grands centres urbains seraient bien entendu surreprésentés, mais il existe des nuances qu'il ne faut pas négliger. La capitale impériale, Vienne, ainsi que sa banlieue est le principal bastion syndical. La métropole regroupe en effet la majorité des usines et des administrations. Le surnom de la ville parle de lui-même, Rotes Wien, c'est-à-dire Vienne la Rouge. D'ailleurs, si vous passez un jour par l'Autriche et que vous vous intéressez à l'architecture, je vous invite à aller faire une balade dans le quartier d'Heiligenstadt où vous pourrez voir le Karl-Marx-Hof. Il s'agit d'une des premières expériences de grands ensembles de logements destinés aux ouvriers. De plus, la cité a servi de quartier général aux milices socialistes pendant l'insurrection de 1934. Sur le plan idéologique, l'auteur distingue en premier lieu les syndicats dits libres, c'est-à-dire indépendants de l'Église catholique, ce qui en Autriche est un fait notable. Leur implantation dans la population est assez ancienne. Elle remonte à la Révolution de 1848 avec la création d'associations d'ouvriers typographes. Les syndicats libres sont intrinsèquement liés à la diffusion des idées marxistes via le Parti social-démocrate. Ainsi, leur reconnaissance par le pouvoir s'étend timidement sur plusieurs décennies. La monarchie austro-hongroise est en effet tiraillée entre d'une part une politique de réforme sociale sur le modèle bismarckien qui aurait pour but de couper l'herbe sous le pied des socialistes et d'autre part la résistance des milieux conservateurs et cléricaux. Il faut dire que la vague d'attentats anarchistes qui frappe l'Europe, et notamment l'Autriche dans la seconde moitié du XIXe siècle, offre au pouvoir un prétexte parfait pour entraver toute initiative syndicale. Il faut attendre 1891 pour que les syndicats libres puissent se développer à peu près sans restriction dans le giron principalement du Lager social-démocrate. Paul Pasteur rapporte qu'en 1932, les syndicats libres revendiquent plus de 520 000 adhérents. Il s'agit sans surprise d'ouvriers de l'industrie, de cheminots, d'employés de la ville de Vienne, mais aussi des employés du secteur du commerce et des assurances. En parallèle se développent dès la fin du XIXe siècle des syndicats et des associations chrétiens. Ils incarnent une bien maigre concurrence avec 100 000 adhérents au début des années 1930. Ils organisent une partie des ouvriers et des employés des petites entreprises, des soldats de l'armée fédérale qui ont le droit de se syndiquer, des concierges, des domestiques et des travailleurs agricoles. Les syndicats chrétiens ne brillent pas par leur dynamisme intellectuel. Ils se contentent de reprendre les encycliques du pape Léon XIII et se font l'écho de la presse contrôlée par le Parti chrétien social. Leur poids dans le camp conservateur, d'inspiration bourgeoise et anti-marxiste, est marginal. Il faut mentionner pour la forme les syndicats nationaux allemands qui n'atteignent pas les 50 000 adhérents. On évoquera enfin les syndicats dits jaunes, à peu près 45 000 adhérents en 1932, qui sont une émanation directe du patronat autrichien et des milices fascistes du Heimwehr. En définitive, les syndicats autrichiens, quelle que soit leur tendance, et bien qu'ils soient en théorie indépendants, souffrent d'une évidente consanguinité avec les partis politiques.
Cette compromission parasite bien souvent les efforts sincères des adhérents qui cherchent à améliorer leurs conditions de travail. On importe dans le monde de l'entreprise des prises de position que l'auteur n'hésite pas à qualifier de sectaires. Mais paradoxalement, Paul Pasteur fait remarquer que celles-ci se traduisent très peu dans les faits. Empêtrés dans des considérations légalistes, les socialistes protestent pour la forme, du bout des lèvres, face aux mesures répressives du chancelier Dollfuss qui interviennent dès 1932. Certains, pourtant, au sein du Parti social-démocrate et des syndicats de gauche, avec le concours du républikanischer Schutzbund, s'organisent en socialistes révolutionnaires. Leur but est d'établir un plan de contre-attaque en cas de coup de force du régime. Les travailleurs syndiqués sont au cœur du dispositif puisque c'est la grève générale qui doit donner le signal de l'insurrection. L'historien fait une description éloquente de la guerre civile de février 1934. Il en ressort que seule une minorité de militants déterminés se lance dans la bataille après la perquisition de Linz. Après de brèves coupures d'électricité et des coupures d'usine, le travail reprend en quelques heures. Les poches de résistance armée sont réduites en quelques jours et les cadres politiques et syndicaux s'exilent ou bien sont arrêtés. L'explication de cet échec est apparemment plus psychologique que pratique. D'une part, on peut rappeler que l'Autriche est en crise et que la peur du chômage l'emporte largement sur la défense des libertés démocratiques. D'autre part, malgré l'encadrement des adhérents et la montée des tensions avec le gouvernement, ceux-ci semblent sidérés par la tournure des événements. Rappelons que les syndicalistes et les militants socialistes sont avant tout des civils, des travailleurs et des pères de famille. On peut donc se poser la question de la pertinence d'une stratégie révolutionnaire fondée sur la grève générale et les syndicats. Mais le plus étonnant est sans doute que les syndicats chrétiens sont eux-mêmes surpris par la victoire de leur Lager. Ils voient d'ailleurs d'un très mauvais œil la montée en puissance des syndicats jaunes, contrôlés par les milices patronales fascisantes du Heimwehr. Ceux-ci viennent de casser du rouge, et ils ont en effet toute la gratitude du gouvernement. La victoire inattendue de la droite laisse ainsi place à une période de tâtonnement, de négociations et de manœuvres en coulisses pour réaliser le projet chrétien-social de néocorporatisme qui doit mettre fin à la lutte des classes. Cet idéal fait explicitement référence à l'organisation sociale du Moyen Âge. Il est largement utilisé pour nourrir la propagande de Dollfuss. Le dictateur n'hésite pas dans chacun de ses discours à fantasmer sur ce temps où, dit-il, le paysan mangeait le soir à la même table, la même soupe, du même plat que les serviteurs après une journée de travail commune. Cet âge d'or aurait bien évidemment été bouleversé par l'entrée en scène, je cite, des juifs, des libéraux et des marxistes. Bien que la rigueur historique d'une telle analyse puisse laisser dubitatif, en 1934, l'apathie des socialistes balayée par le coup d'État a valeur d'approbation. On comprendra également que cette vision du monde ait pu faciliter la diffusion rapide des idées nazies dans la population autrichienne. Paul Pasteur évoque à ce propos la neutralité stratégique des nationaux-socialistes, trop contents de voir leurs ennemis s'entretuer pendant qu'ils s'organisent dans la clandestinité. Dans les entreprises, l'ambiance est évidemment morose. Les syndicats de gauche sont interdits et les Heimwehren interviennent dans les entreprises où la mobilisation a été forte pour dénicher les socialistes. La délation et le chantage sont les outils d'une véritable chasse aux sorcières. Pourtant, le gouvernement se veut conciliant. Seuls les cadres du Parti social-démocrate, des syndicats et du Schutzbund sont tenus pour responsables de la guerre civile. Beaucoup d'entre eux étant juifs, le pouvoir trouve ici un moyen aisé de nourrir son discours antisémite. Les travailleurs autrichiens seraient des victimes de la propagande rouge et sont invités à rejoindre le camp conservateur, seul garant d'une justice sociale pérenne. Les patrons, quant à eux, ne sont pas dupes et jubilent. Après des années d'agitation dans les usines, ils peuvent enfin se débarrasser des fauteurs de troubles et le gouvernement de Dollfuss ne se fait pas prier pour détricoter méthodiquement les acquis sociaux mis en place par les sociodémocrates au début des années 1920. En mars 1934, le Conseil des ministres propose une loi instituant une confédération syndicale des ouvriers et des employés autrichiens. Cette structure unitaire a pour but, je cite, d'assurer dans l'esprit des sentiments chrétiens la justice sociale et l'amour de la patrie
et de préparer leur incorporation dans l'organisation corporatiste de la société. La Confédération a ainsi la tâche ardue de dépasser les luttes partisanes grâce à des valeurs religieuses qui font elles-mêmes débat. Dans le détail, la Confédération doit mettre en place des conventions collectives, faciliter les procédures de conciliation, réaliser des expertises de terrain destinées au gouvernement, ainsi que contribuer au bien-être physique et au développement intellectuel des adhérents et de leurs familles. Cependant, contrairement aux anciens syndicats, le principe démocratique est explicitement dénoncé. Les droits des syndiqués sont réduits au minimum, les cadres de la Confédération sont nommés comme pourraient l'être les préfets ou les secrétaires d'État. Les chrétiens sociaux obtiennent la majorité des postes de représentants des ouvriers et des employés. Mais il faut noter que les jaunes, affiliés au Heimwehr, se taillent la part du lion dans l'industrie et les mines. Il faut dire que ces secteurs sont des bastions sociodémocrates et que le gouvernement souhaite les tenir d'une main de fer. Les nationaux allemands et les transfuges socialistes ne représentent qu'une infime minorité des cadres. L'établissement de ces nouvelles institutions, où les socialistes autrefois majoritaires ont été évincés, laisse place à une intense confusion idéologique et des cafouillages pratiques. En résumé, les autorités se trouvent dans une position paradoxale. Elles se proposent en effet de mener une profonde transformation sociale, mais en l'imposant aux travailleurs. Ceux-ci sont rigoureusement traqués au moindre soupçon de socialisme, alors que les candidats aux responsabilités syndicales se font rares, ce qui encourage le cumul et la médiocrité au sein de la nouvelle confédération. La droite chrétienne cherche à séduire par une propagande néo-romantique, mais celle-ci est instrumentalisée par les différents acteurs dans leur propre intérêt. Les chrétiens sociaux, intimidés par les ouvriers, utilisent les Heimwehren pour les mater. Or, les Heimwehren, qui cultivent des mœurs fascisantes, s'acoquinent volontiers avec les nationaux-socialistes en embuscade. Les anciens syndiqués sociodémocrates, qui détestent les chrétiens sociaux et les Heimwehren, se rapprochent également peu à peu des nazis, finalement considérés comme des socialistes un peu plus virulents. Rappelons que l'antisémitisme est une constante culturelle en Autriche depuis la fin du XIXe siècle et que le rêve d'une grande Allemagne sociale est présent à l'esprit de nombreux militants depuis la Révolution de 1848. En toute logique, l'essentiel des luttes politiques, sociales et par la force des choses géopolitiques se joue en coulisses. Après 1934, la majorité des ouvriers se désintéressent. Mais les militants les plus déterminés de tendances diverses frondent le FRAGE, le syndicat libre et révolutionnaire des employés d'Autriche. Cette organisation clandestine propose ni plus ni moins le renversement du régime fasciste en Autriche. Cependant, face à la répression policière, les seules actions possibles sont l'impression de tracts et de revues distribuées sous le manteau, ainsi que des actions symboliques comme la grève des Lumières pour commémorer la mort de leurs camarades pendant la guerre civile. Paul Pasteur rapporte le souvenir de Georg Scheuer, un jeune militant syndical décrivant une action clandestine. Ouvrez les guillemets. « Avez-vous 2 cigarettes ?» C'était le mot de passe. Je tendais alors un paquet de tracts illégaux à distribuer. J'ai 19 ans, lui 17. À part ça, nous ne disons pas un mot. À 7h moins 1, il fait encore sombre et froid. Avec ma bicyclette, je pars vers de nouvelles actions contre le régime austro-fasciste. Fabrication de matériel, remise de matériel, distribution, réunions secrètes, distribution de tracts, manifestation éclair. Le régime faisait payer chacune de ces actions avec la même pièce. Pour un seul tract jugé de haute trahison, il pouvait y avoir, selon les circonstances, la même peine que pour un attentat à l'explosif. Fermez les guillemets. Le témoignage rappelle à bien des égards les débuts de la résistance sous l'occupation en France. Mais il faut dire que l'intransigeance du gouvernement n'est pas sans fondement. Le 25 juillet 1934, les nazis autrichiens, mis hors la loi depuis un attentat manqué en 1933, réitèrent en menant une tentative de coup d'État qui se solde par l'assassinat du chancelier Dollfuss. Kurt von Schuschnigg, beaucoup plus germanophile que son prédécesseur, va prendre le pouvoir jusqu'en 1938. Les socialistes révolutionnaires et les cadres sociodémocrates en exil tentent quant à eux de fédérer les efforts de la résistance. Mais les tergiversations de février 1934 ont laissé un goût amer et la peur du chômage ou de la prison l'emporte largement sur les idéaux marxistes.
le groupusculaire Parti communiste autrichien, également réduit à la clandestinité, essaye d'abord de tirer les marrons du feu en accusant les sociodémocrates de social-fascisme. Mais à partir de 1938, l'exemple français du Front populaire redonne espoir et permet d'envisager quelques actions communes avec les socialistes. Malgré tout, les initiatives restent timides, d'autant que les staliniens sont soupçonnés, sans doute à raison, de vouloir noyauter le mouvement ouvrier. Pourtant, ce sont les nazis qui profitent clairement de la situation confuse de la résistance, tant syndicale que politique. Les syndicats d'avant la guerre civile souffraient d'une ambiguïté évidente concernant la relation entre les organisations professionnelles et les partis. Cette collusion avait permis aux austrofascistes de justifier la suppression pure et simple de ces associations pour éviter les luttes partisanes. Les nazis, quant à eux, jouent carte sur table. Le bulletin des cellules d'entreprise nationales-socialistes martèle que les adhérents sont, je cite, une troupe de combat politique. Celle-ci se refuse à se considérer comme un syndicat et se définit comme le relais du parti hitlérien au sein des entreprises. La stratégie des NS est ouvertement opportuniste. Ils affirment, ouvrez les guillemets, « Nous sommes aux côtés de celui qui s'adresse à nous », fermez les guillemets. Or, les contacts sont nombreux à partir de 1933-1934. L'auteur énumère de nombreux exemples tout à fait éloquents. Déjà en février 1934, dans certaines régions, des militants nazis avaient prêté main forte au Schutzbund socialiste contre le gouvernement, malgré la neutralité affichée par le parti. Au cours de la répression, certaines associations de loisirs nazis, attachées à la défense de la nature notamment, prirent fait et cause contre la dissolution de structures similaires issues du Lager social-démocrate. Plus étonnant encore, selon l'historien, de nombreux membres de la milice socialiste passèrent la frontière et intégrèrent la Légion autrichienne, organisation paramilitaire nazie installée en Bavière. Le NSDAP est parfaitement conscient de son pouvoir de séduction auprès de la gauche autrichienne. Les tracts diffusent des slogans tels que « Le socialisme vit à travers nous, les nationaux-socialistes » ou encore « Nous sommes ton parti ouvrier ». La presse des socialistes révolutionnaires est elle-même tiraillée par des sentiments contradictoires. On peut lire dans l'édition clandestine de l'Arbeiter Zeitung, le journal historique de la social-démocratie, je cite « Nous sommes des ennemis mortels des partisans de la croix gammée, mais en tant qu'adversaires nous admirons le courage héroïque avec lequel les SA ont combattu les forces bien supérieures du gouvernement. Nous voudrions que ce courage et ce mépris de la mort soient mis au service d'une meilleure cause. » Fermez les guillemets. Auprès des ouvriers, les nazis jouent la carte du front commun des rouges et des bruns contre les noirs, c'est-à-dire des cléricaux du Parti chrétien social au pouvoir. Mais à mesure qu'Adolf Hitler assoit son pouvoir en Allemagne, l'argent semble affluer vers l'antenne autrichienne du parti. Les nationaux-socialistes amorcent donc un double jeu en noyautant progressivement les postes de responsabilité au sein de la confédération syndicale. Le gouvernement est démuni face à cette déferlante. L'ironie du sort est que la structure néocorporatiste voulue par la droite conservatrice autrichienne sert de tremplin aux partisans du pangermanisme et prépare de fait l'unité tant recherchée au sein de l'entreprise. Quelques mois seulement avant l'annexion, les cadres sociodémocrates en exil et les chrétiens sociaux sortent de leur torpeur et engagent des négociations pour faire face à la menace allemande. Mais le mal est déjà fait. Au début de 1938, Hitler rencontre le chancelier autrichien von Schuschnigg et lui impose un accord entérinant la fusion avec le Reich. Les nazis autrichiens sont amnistiés et défilent fièrement dans les rues. Le 12 mars, la Wehrmacht passe la frontière sans résistance et le 10 avril, un plébiscite unanime, dont la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il n'a pas été truqué, confirme l'annexion. En conclusion, que pouvons-nous retenir de cette étude ? L'histoire de l'Autriche dans l'entre-deux-guerres occupe en général seulement quelques lignes dans les manuels scolaires. L'étude de Paul Pasteur démontre qu'elle est riche et complexe. Par le prisme des luttes sociales, nous retrouvons tous les éléments de la tragédie du XXe siècle. D'une part, nous constatons les limites et les paradoxes du syndicalisme révolutionnaire. L'échec des sociodémocrates autrichiens, pourtant bien organisés et puissants, tranche avec celui des bolcheviks en Russie et des nazis dans l'espace germanique.
Dans ces deux cas, c'est l'engagement fanatique et la militarisation massive de ses membres qui a permis le renversement du régime. La recherche de l'amélioration immédiate des conditions de travail semble entrer en contradiction et parasiter les objectifs politiques globaux. Pour les nationaux-socialistes et les bolcheviks, c'est d'abord la révolution, quel qu'en soit le prix, et seulement après la refonte de la société. La déroute des chrétiens sociaux et de leur idéal corporatiste n'est pas moins éloquente. Quelle que soit la hauteur morale des motivations catholiques et les mesures policières pour traquer les récalcitrants, l'expérience a montré qu'on ne peut pas imposer une nouvelle structure de représentation dans le monde du travail sans un profond travail de réseautage et de pédagogie en amont. Enfin, on retiendra que la thèse communément admise d'une annexion unilatérale et antidémocratique de l'Autriche par le Reich allemand ne tient tout simplement pas la route. Les nazis faisaient partie intégrante du paysage politique autrichien et ne constituaient pas une secte fasciste isolée des autres groupes. Le nationalisme allemand était solidement ancré dans les mentalités, y compris à gauche. En définitive, l'Anschluss ne vint qu'entériner officiellement une fusion psychologique et institutionnelle de fait.